Bonjour et bienvenue à tous. D'abord, peut-être vous dire qui je suis, pourquoi je suis ici aujourd'hui. Bon, je suis fils de paysan auvergnat. J'ai gardé les vaches pendant la guerre de 39-45 et j'ai mené les vaches au taureau comme on faisait à l'époque. Puis je suis entré à l'agro et de là à l'INRA où j'étais un des premiers chercheurs en génétique animale et j'ai eu la chance de participer à l'aventure des recherches sur la sélection collective des taureaux d'insémination artificielle, ce qui a abouti à la loi sur l'élevage. Une loi pour faire l'élevage des vaches et du reste. C'était une époque où il fallait reconstruire un appareil productif qui avait été détruit par la guerre et également par un certain laxisme français. Et il fallait surtout le moderniser. Le leitmotiv à l'époque, c'était la productivité. J'ai vite découvert les limites de cet objectif et des schémas techniques auxquels nous étions conduits dans beaucoup de régions françaises et étrangères, en Afrique notamment. Ce qu'on appelait le progrès technique ne touchait qu'une minorité d'éleveurs et l'avenir apparaissait très sombre pour les autres qui partaient à la ville et même pour certains qui nous suivaient et qui avaient des dettes à payer, qu'ils ne pouvaient pas solder. Avec d'autres chercheurs de l'INRA et d'autres institutions de recherche, CNRS, IRD, CIRAD, qui faisaient les mêmes constatations que moi, nous nous sommes posé des questions concrètes sur les rapports entre la recherche et l'action, et plus généralement entre le savoir et le pouvoir sur le vivant. Car à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, les chercheurs étaient en ligne directe avec le pouvoir politique et économique. Dans les vaches de la République, saison et raison d'un chercheur citoyen, j'ai d'abord observé et critiqué les pratiques de la recherche en train de se faire, comme disent les sociologues de l'École des Mines, Michel Callon et Bruno Latour. Et je n'étais pas sociologue, mais j'y participais et je prétendais pouvoir tenir compte de leurs principes. Puis j'ai senti le besoin de remonter l'histoire de l'élevage moderne des vaches pour répondre à nos interrogations de scientifiques insatisfaits. Mais est-ce une simple histoire de vaches et d'éleveurs ou de chercheurs? Et si, comme le pense Audricourt, la façon dont les gens élèvent leurs vaches avec quelques rapports avec celles dont ils s'organisent eux-mêmes et dont ils se comportent avec autrui. L'élevage des vaches, c'est pour moi un système vivant, complexe, piloté, comme disent les systémiciens. C'est un système qui existe, on le rencontre, des troupeaux, des éleveurs, des produits, des paysages même qui sont créés. C'est un système qui fonctionne. Il est même au cœur de nos sociétés, dont les vaches produisaient du lait et de la viande, cultivaient et fumaient les terres destinées à produire du blé, dont on parle in fine plus que des vaches. Mais c'est les vaches, finalement, qui ont fait le blé, même si on ne mesure pas leur production dans les livres d'histoire, et même si aujourd'hui on néglige leur participation à l'équilibre de la balance des comptes. C'est un système qui se génère lui-même depuis la domestication il y a 6000 ans. L'unité de temps qui fixe la génération de ce système, c'est la durée d'une génération. C'est la définition des généticiens. L'âge moyen des parents, bêtes et gens, quand naissent leurs enfants. C'est de 7-8 ans pour les bovins et de 30-35 ans pour les humains, vous le savez, même si ça varie un peu, on en restera là. Il y a aussi quelques autres non-humains, comme disent les sociologues de l'innovation. Il y a des fourrages divers qui se reproduisent aussi. Il y a des microbes et même que quelques inconnus, comme les prions,
Depuis la domestication, il y a 6000 ans, il y a donc à peu près 1000 générations de vaches et 250 générations humaines. Cette expression de génération animale, Aristote l'utilisait déjà. Et elle mélange trois choses. Et elle a mélangé ces trois choses jusque récemment. La reproduction, ou acte de chair, comme on disait. L'hérédité qui faisait qu'il y avait certaines relations entre les parents et les enfants pour des caractères particuliers, comme la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Et l'influence du milieu, l'alimentation, la pathologie, et on pensait même à l'influence des astres. On en était encore là dans les campagnes il y a 60 ans. En effet, depuis le XXe siècle, on connaissait bien la biologie, la nutrition, la génétique même, avec Mendel. Mais les connaissances correspondantes ne servaient pas à grand-chose aux paysans de campagne qui continuaient, comme moi pendant la guerre, à mener leurs vaches aux taureaux du voisinage et à garder les vaches avec leurs chiens, comme je faisais aussi. Depuis 1960, le savoir scientifique s'est imposé en décomposant la génération animale en discipline scientifique. Des pouvoirs se sont installés, pour le meilleur et pour le pire. Au podium de la productivité des vaches laitières que nous occupons sont associées des crises multiples successives. On y reviendra tout à l'heure. Bref, que de questions, depuis qu'on se dit moderne et que la Première République a été créée. Cela fait une trentaine de générations de vaches et 6 ou 7 générations humaines. On est capable soi-même de les pister dans sa propre famille. C'est à ce niveau qu'il me semble nécessaire de repenser la modernité dans les périodes de doute que nous connaissons, en suivant la maxime qui a fait le tour des villages du monde: quand tu ne sais pas où tu vas, réfléchis d'où tu viens. Alors, la grande fresque des vaches de la République va comporter 4 parties dans mon exposé. D'abord, les origines de l'industrialisation de l'élevage. Comme de tout le reste dans la vie, c'est l'Angleterre du XVIIIe. Deuxième partie, comment, par vagues successives, le message anglais a passé la Manche, et puis vous le savez, il a aussi passé l'Atlantique 100 ans plus tard via les USA. Troisième point, est-ce qu'on peut imaginer, derrière ces vagues historiques, que l'élevage moderne des vaches est à la fois le marqueur et, les systémiciens diraient, le processeur de son propre développement, disons le moteur, pour simplifier. Enfin, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, que dois-je faire, comme dans la chanson? Vous avez dit durable, mais encore. Alors, premier point, la niche anglaise de l'industrialisation de l'élevage bovin au XVIIIe. Là, en Angleterre, à cette époque, comme chez nous, les paysans sont soumis à des systèmes de gestion collective des terres qui, en répartissant pâturage d'un côté, terres de culture, chaque année, sont destinés à entretenir la fertilité des sols. Le lord du manoir local est chargé d'organiser cette gestion et de sanctionner les contrevenants. Dans ce contexte de ce qu'on appelle des servitudes collectives, qui tous les pays ont connu en Europe, il est impossible d'envisager l'émergence d'une élite technique mettant en œuvre des innovations majeures, comme la mise en culture des jachères, ce qu'on appelait les jachères avant, les terres qui se reposaient, en intégrant les techniques d'élevage et de culture. C'est ainsi que la bourgeoisie influente et éclairée de l'Angleterre a fait pression sur le roi pour faire adopter l'édit des enclosures, qui permettait aux plus entreprenants d'entre eux de s'enfermer sur leurs terres et de les gérer globalement à leur guise. Cette élite ne cherche pas seulement
à survivre, comme font les paysans, mais elle veut aussi gagner de l'argent en agriculture, à travers l'élevage, comme avec n'importe quel métier que font les gens de sa famille en ville. Parmi les noms d'agronomes qui ont lancé la révolution fourragère, puisqu'on est bien dans ce contexte-là, quand on parle d'élevage, dans l'Angleterre du XVIIIe, Becquerel est incontestablement celui qui a conçu lui-même et mis en pratique l'élevage moderne des différentes espèces d'animaux de ferme, et il l'a même écrit et publié. Ces pratiques obéissent à 3 principes de base. Le premier principe, les animaux sont les machines vivantes de la première révolution fourragère. Ils sont tous alimentés intensivement, sans exception. Il n'y a pas de phase improductive dans la vie. Les génisses doivent véler à 2 ans, au début avril. Je ne dis pas le 1er avril, vous me prendriez pour un gars pas sérieux. Mais c'était comme ça. Et les veaux mâles, eh bien, ils doivent faire la saillie dès la puberté, dès l'adolescence, dès l'âge de 15 mois. Deuxième principe, ces machines vivantes sont spécialisées pour le lait, pour les gens qui traitent, et pour la viande, pour l'allaitement. Et non pas pour les deux à la fois. Et même si on sait que le mâle et la femelle participent également à la reproduction, ce n'est pas nouveau, le taureau, qui produit plus de petits que la vache, est le support de la diffusion du progrès en sélection. Le mâle est plus important que la femelle. Réfléchissons à ça. Troisième principe, le contrôle de la génération animale est collectif. Il ne peut être que collectif. Et il est assuré par une organisation pyramidale de la sélection. Chaque strate d'éleveurs loue ses jeunes mâles à des éleveurs de la strate inférieure. Les loueurs, ceux qui les ont loués, observent leur descendance par-dessus la haie et quelquefois dessus la haie du voisin. Et ils se réservent la possibilité de reprendre les meilleurs pour leur propre usage dans leur ferme. On faisait encore ça en 1940 dans le bassin parisien. Becquerel et son élève, Colling, qui sélectionnait le bovin à viande Durham dans la vallée de la Tisse, au nord-est de l'Angleterre, est évidemment au top de cette pyramide. Il recevait tous les avantages et tous les bons gènes en haut. Alors voilà une photo de Durham qui représente le profil des animaux anglais de cette époque. On appelait ça le profil parallélépipédique, alors que chez nous, vous verrez tout à l'heure, les animaux ont un profil plus arrondi, des formes plus arrondies. C'était le modèle anglais. Ce système bourgeois, donc qui s'est développé en Angleterre, s'est vite imposé. Il a rejeté les paysans les plus pauvres sur les routes et dans les bas-fonds des villes. On peut lire ça dans, je pense, Oliver Twist ou un certain nombre d'écrits de cette époque, jusqu'au moment où les terres à enclore, qui soient suffisamment riches pour faire de l'élevage, vont venir à manquer dans les îles britanniques. Les Anglais avaient colonisé aussi l'Irlande, sauf le Connemara, parce que c'était bien difficile d'y mettre des vaches. Et alors, à ce moment-là, n'ayant plus de terre, cette caste conquérante va alors débarquer en Amérique, bêtes et gens réunis, avec le manuel de Becquerel. Elle ne rencontrait là aucun obstacle majeur à son appétit de terre à enclore, et elle préparait une forme de domination mondiale sur l'élevage moderne des vaches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant chez nous depuis? Les vagues de l'industrialisation de l'élevage des vaches françaises. Depuis la création de la Première République par la Convention en 1792, on peut distinguer 3 grands types de régimes politiques qui ont disposé de suffisamment de temps pour faire passer l'élevage des vaches de la situation paysanne qu'elle connaissait à l'époque à la modernité. Alors, il y avait d'abord la Restauration, régime monarchique, que je prolongerai jusqu'au Second Empire. Ensuite, la Troisième République, dite République bourgeoise. Et ensuite, les républiques qui ont suivi la guerre de 39-45,
Chacun de ces trois grands ensembles de régimes a imité l'exemple anglais, puis américain, d'industrialisation de l'élevage, puis, face aux problèmes posés, il a laissé à sa base paysanne le soin de s'adapter au mieux elle-même à ce projet en transformant ses façons de faire. C'est ce que je qualifierais d'industrialisation contrariée, qui s'exprime donc dans chacun de ces régimes par trois vagues successives, intégrant chacune la réaction paysanne. Début de la première vague, de la vague royaliste de la Restauration, illustrée par ce tableau de Rosa Bonheur, qui illustre bien la place de l'élevage des bovins dans les grandes fermes françaises du Nivernais ou de Normandie. Cette vague s'appuie sur les nobles en rupture de cour à la fin de l'Ancien Régime, puis émigrés en Angleterre. Ils observent là la renommée de Beckwell et de ses émules. Au moment de la Révolution, ont promené les meilleurs taureaux de Beckwell et de Colling sur les foires et même à Londres. On y parle de révolution fourragère, en pleine révolution française alors. Et les taureaux sont exposés dans les villes comme des trophées. En adoptant les méthodes d'élevage anglais, ce qu'on appelait la anglomanie, dans leurs grandes propriétés de Normandie et du Nivernais, ces nobles souhaitent se faire reconnaître par la base paysanne et se posent ainsi en restaurateurs de la monarchie. Alors ils s'appuient sur un concours de jeunes bœufs gras du RAM qui est organisé avec l'appui du gouvernement, bien entendu, et même de l'école de Grignon, à Poissy. C'est leur vitrine nationale. Et il y a aussi les sociétés départementales d'agriculture qui constituent leur vecteur de propagande technique. Ces jeunes bœufs engendrent un véritable choc de culture dans la population. Leur viande agréée qu'ils fournissent satisfait pleinement la clientèle ouvrière des villes qui étaient pressées à l'époque pour faire la cuisine comme aujourd'hui. Elle heurte par contre les traditions de consommation du pot-au-feu et du braisé que les paysans pratiquent avec la viande des carcasses de leurs vieux bœufs de labour en fin de carrière. Et surtout, ces jeunes bœufs, qui sont de véritables boules de suif, sont incapables de labourer les terres argileuses de Normandie et du Nivernais, qui jouxtent les grands domaines des nobles. Et c'était ça, une réaction vitale de l'ensemble de la classe paysanne. La caricature du Durham que vous avez devant vous, qui a été faite par les journalistes de l'époque, indiquait que le Durham, disait-il, était plus utile pour graisser les machines de l'industrie anglaise qui préparait la grande révolution industrielle que pour labourer les terres argileuses du Nivernais, comme sur la peinture de Rosa Bonheur. Voyons maintenant la réaction paysanne qui a eu lieu sous le Second Empire. Et c'est en contrepoint une représentation du taureau limousin qui a été champion en 1869, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même figure que celle des vaches anglaises qu'on a vues tout à l'heure. Sous l'influence de Napoléon III, dénommé l'empereur des paysans et des campagnes, je ne sais pas bien, les deux termes sont utilisés, les concours de bœufs gras se régionalisent. Mais ils sont accompagnés de sections spéciales de reproducteurs des populations françaises du cru, des régions. Au bœuf gras du RAM, on oppose donc des taureaux français, symboles de la virilité, et des vaches d'expression de la fécondité du bon peuple de France. Cette exaltation accompagne le développement de la traction animale en dehors des fermes, au service de la nation. Il s'agissait d'étendre le réseau routier, de construire les voies ferrées vers 1860, de transporter les minerais extraits des mines. Mais la réaction au Durham va surtout venir du sud et du centre de la France, où les chevaux sont moins utilisés. Il y a surtout la traction animale concerne surtout des vaches et des bœufs. Et dès 1869, c'est donc ce taureau limousin qui va s'imposer au Durham dans un concours national. Même s'il avait moins de gras, il était jugé meilleur. À cette époque,
vous le savez, les connaissances sur le vivant progressent dans le domaine de la biologie cellulaire. Et des premiers pas, c'était les premiers pas de la génétique mendélienne. Ces développements placent l'homme face à son animalité. Des écrits de Flaubert témoignent de cette grande peur de l'époque, dans notamment la tentation de saint Antoine. Et ne dit-on pas que Mendel lui-même, sur les conseils de son père abbé, a choisi les petits pois plutôt que les souris pour faire ses expériences. Il aurait bien aimé travailler sur des souris. Mais ces souris étaient jugées trop proches de l'homme et susceptibles de provoquer Dieu, créateur du genre humain. Passons à la deuxième vague maintenant, la vague bourgeoise de la Troisième République. La création des livres généalogiques des races régionales s'opère de 1880 à 1890 pour la plupart d'entre elles. C'était donc ça, une imitation de ce que faisaient les Anglais. Ils appelaient cela des Herdbooks. Herdbook, c'était un livre dans lequel on enregistrait les animaux, mais c'était aussi une association d'éleveurs qui se réunissaient, qui défendaient leurs intérêts et qui avaient même leur restaurant. Alors, cette création se situe dans la droite ligne, vous voyez, de la promotion des populations régionales du Second Empire. Le mot race apparaît à cette époque. Alors, pourquoi? Quelle est la signification de ce mot race? Je pense personnellement qu'il faut voir encore là l'influence de l'Angleterre et du terme anglais de racing. Parce que la première façon de sélectionner les animaux en Angleterre, vous savez, c'est de faire courir les chevaux. De faire courir les chevaux, il y a des tableaux remarquables là-dessus, des tableaux de steeplechase et également le derby d'Epsom. Et il y a un certain nombre de lieux comme ça qui sont des lieux historiques. Les caractères sur lesquels les animaux doivent être jugés sont précisés pour permettre aux experts de chaque race d'inscrire ou non les animaux dans le registre qui définit la race et pour promouvoir l'usage et le commerce des meilleurs à leur profit, bien entendu. Tout cela va donner du grain à moudre aux professeurs d'agriculture que la Troisième République va recruter dans les régions d'élevage et ailleurs dès cette décennie 1880-1890. L'adoption de cette méthode anglaise des Herdbooks ne signifie pas, sur le fond, un accord sur la doctrine de spécialisation des races, de faire une chose ou d'en faire une autre. Mais la pratique de la consanguinité, qui est surtout développée en race normande, pour fixer les caractères et les reproduire à l'identique, à l'image des machines, outils de l'industrie, témoigne seul d'une tendance à la recherche de formes de spécialisation. Si on arrivait en effet à reproduire par consanguinité des animaux identiques, je m'excuse de ne pas parler de clonage, on dira un mot tout à l'heure. Pour l'instant, on ne parlait que de ça. Alors ça témoigne d'une tendance donc à la recherche de formes de spécialisation. Vous allez voir maintenant les photos de 3 races qui vont devenir les 3 races les plus répandues actuellement en France pour la traite, pour la production laitière. Comment sont-elles apparues dans le paysage? C'est en fait l'évolution des techniques agricoles qui va se charger d'approfondir la dissociation entre race et type laitier d'une part, entre race et type allaitant d'autre part. Les grandes races laitières actuelles, donc, se sont constituées par absorption de variétés locales, en général départementales, les départements datés de Napoléon, dans des zones riches, peuplées d'éleveurs plus influents qu'ailleurs. Le siège de leur livre généalogique et ce qu'on va appeler leur berceau de race, c'est un terme qui était très utilisé à l'époque, le berceau d'une race, s'installe ainsi dans les zones frontalières de pays voisins qui se trouvaient, curieusement, c'est un rapprochement que je fais, des pays libéraux et protestants. Caen pour la race normande et Besançon pour la race montbéliarde qui, dit-on, avait été importée de Suisse par des protestants ménonites. La belle époque qui caractérise la fin du XIXe siècle marque à Paris
l'apogée de l'installation des nourrisseurs laitiers dans Paris même, sur le Champ de Mars, et dans sa proche banlieue. Un mouvement qui stimule la spécialisation laitière, parce que ces nourrisseurs qui étaient à Paris, ils devaient produire du lait, mais ils ne s'intéressaient pas beaucoup à la viande. Et il fallait faire le maximum de lait. Et c'est à ce moment-là que la Pinoire est arrivée des Pays-Bas, et son livre généalogique s'installera plus tard à Cambrai, en direction donc des Pays-Bas. Cette compétition pour la sélection, la spécialisation, stimule la pratique du contrôle laitier qui débute en 1908 sur les Normandes du Pays de Caux. Quant aux races à viande, comme le charolais, leur intérêt pour la culture, où elles étaient utilisées dans le bassin parisien, est de plus en plus réduit par l'arrivée de gros matériels de culture qui, au moment de la guerre de 14-18, faisaient penser à des chars d'assaut, ainsi que par l'extension de la traction chevaline, plus rapide et plus adaptée à une culture d'agriculteurs, de céréaliers, qui étaient céréaliers. Ils faisaient aussi autre chose, mais c'était des gens pressés. Ainsi, les bœufs charolais vont plus souvent rester dans leur zone de naissage, à Charolles et ailleurs, où ils sont élevés et finis à l'herbe pour être abattus plus jeunes, à 2-3 ans et non pas à 8 ans, 10 ans, comme les Durham, un siècle plus tôt. La finition à la pulpe de betterave se continuera certes dans le bassin parisien, mais sans l'épreuve initiale du labour. L'épreuve initiatique, je dirais plutôt. La fin des paysans, de 14-18 à 39-45, avec une illustration qui est celle, bien traditionnelle, de la visite au concours agricole des présidents de la République ou des ministres de l'Agriculture. Là, je pense que c'est Edgar Faure qui marque bien ses préoccupations annuelles de l'État et des gouvernements par rapport à la classe paysanne. En fait, la bourgeoisie qui était à la tête de ce mouvement sous la Troisième République ne s'implante pas partout. Dans l'Est montagnard, en panne d'élite bourgeoise, les éleveurs sont déjà regroupés en fruitières. Les fruitières, c'est les coopératives de transformation du lait en fromage, et ils s'organisent aussi en syndicats d'élevage. Ils s'opposent au livre généalogique Montbéliard, qu'ils jugent trop conservateur, parce qu'il privilégie la sélection sur ascendance. C'est une image qui a toujours traîné dans l'élevage, qui est l'image des privilèges de la noblesse, qui regardait surtout l'ascendance et qui trouvait toujours dans l'ascendance quelques personnages illustres dont ils espéraient reproduire les caractéristiques. Ils opposent au livre généalogique des livres zootechniques, qui constituent eux-mêmes, et qui donnent leur pleine valeur aux résultats objectifs du contrôle laitier. Ils se posent ainsi en concurrent du livre généalogique, et qui doit alors chercher le soutien du ministère, qu'il obtiendra sans peine. Les ministères sont toujours frileux. Alors voilà une photo de la Montbéliarde, frondeuse, dans son habitat de Franche-Comté. Le développement industriel va surtout être battu en brèche, après la guerre de 14-18, par la répétition des guerres de voisinage franco-allemandes et par les hégémonies totalitaires malheureuses qui vont pourrir la société européenne pendant la première moitié du dernier siècle. Tout cela a bien sûr particulièrement affecté les formes d'agriculture spécialisée et le modèle bourgeois qui leur est associé. Par exemple, le krach boursier de 1929 sera une dure épreuve pour ce dernier modèle. La crise boursière va toucher plus durement les éleveurs modernisés que les petits paysans qui, eux, n'ont pas de compte en banque, mais qui disposent par contre de plusieurs cordes à leur arc dans leurs exploitations de polyculture-élevage, qui ont des vaches, qui font du lait, qui font de la viande, qui ont des poules, qui ont des cochons, et ainsi de suite, et qui font aussi du blé. La régression des formes industrielles de production agricole va atteindre le creux de la vague avec le régime de Pétain, symbole d'un véritable retour à l'autarcie dans les campagnes, puisque, en Auvergne en tout cas, on se fabriquait ses pullovers avec la laine des moutons qu'on élevait soi-même.
Puis, après la guerre de 39-45, il y a eu une réaction contre le modernisme qui s'est exprimée par le dorgérisme dans les années 50, qui est une sorte de réaction corporatiste d'une paysannerie en quête d'un impossible retour à ses valeurs terriennes, familiales, religieuses et nationalistes. Troisième vague maintenant, la vague technologique gaullienne. Je l'appelle gaullienne. Malgré ces réactions dorgéristes, les enjeux de la reconstruction de notre appareil productif décimé par les crises industrielles et les guerres se traduisent à la Libération par un leitmotiv majoritaire pour un accroissement de productivité animale d'un cheptel qui perd définitivement sa fonction de traction animale. Voilà une illustration donc d'Edgar Faure qui vient visiter l'ordinateur. Je vous parlais tout à l'heure de statistiques. C'était le haut lieu où se calculaient les bases de la nouvelle sélection. Et puis, les éleveurs ne disparaissent pas totalement, mais il apparaît une catégorie de technocrates, que j'appelle les technocrates au champ. Je n'y étais pas, mais j'aurais pu y figurer. Cet objectif de productivité étant fixé, on dispose maintenant des outils permettant de le mettre en œuvre. L'insémination artificielle est réalisée sur les bovins en 1935. Elle a été découverte par un Russe qui s'appelait Milovanov. Et les méthodes de génétique statistique applicables au testage sur descendance des taureaux d'insémination peuvent être développées. On va même avoir progressivement des ordinateurs qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin. On peut ainsi espérer atteindre, enfin, l'industrialisation de la génération animale. Le mot disparaît complètement. J'ose le réutiliser 50 ans plus tard, mais jamais j'aurais pu à cette époque. Il disparaît au profit de ceux de disciplines scientifiques. Et les exploitations agricoles disparaissent elles-mêmes. Elles vont devenir ce qu'on appelle des ateliers de production spécialisés, disposant de races normalisées dans ce sens. Reste que l'organisation de l'élevage français est très en retard par rapport à celle de ses voisins qui disposent de fortes structures nationales, comme l'Angleterre qui disposait d'un Milk Marketing Board extrêmement puissant, ou des coopératives locales comme les Pays-Bas et le Danemark qui récupéraient l'argent en même temps qu'elles ramassaient le lait pour maîtriser les filières de production, ce que nous n'arrivions pas à faire dans la France où tout le monde attendait le messie venant du gouvernement. Cette voie coopérative était la seule susceptible de convenir à notre situation. Encore fallait-il la mettre en œuvre à travers une loi générationnelle à tournure très génétique. Mais ce n'était pas la génétique qui pouvait convaincre à la fois les jeunes agriculteurs, encore que, mais surtout le gouvernement du général de Gaulle, le général de Gaulle lui-même, pour faire décider une loi sur l'élevage. On lui a donné une forme de rationalisation des choix budgétaires qui rejoignait les pratiques de l'époque et qui est expliquée par le graphique. Ah. Trop tard ? Le graphique. Ah, plus. Je remercie Isabelle Savigny parce que sans elle, je ne pouvais pas faire cette conférence. Bon, alors voilà, comment ça marche, ça ? Voilà. Alors ici, on va représenter la population de vaches. Dans cette population de vaches, on va tester sur descendance des jeunes taurillons qui ne sont pas connus. On va leur faire produire par insémination N filles chacun qui sont tirées de la population. Et puis à la fin, on verra quels sont les meilleurs parmi eux, et les 2 ou 3 meilleurs, on les gardera pour inséminer sur le reste de la population. C'est donc le principe du testage des taureaux qui a été mis en œuvre depuis 1950. Mais comment traiter ça en termes de rationalisation des choix budgétaires ?
Sur le graphique du bas, eh bien, vous avez ici le temps. Le temps exprimé en, je ne sais pas si c'est en année ou en génération animale. Oui, c'est en génération animale. Alors, il faut d'abord commencer par dépenser de l'argent quand on veut faire quelque chose. Mais là, vous allez voir que c'est un sacré problème. Il faut d'abord acheter plus de taureaux que ceux dont on a besoin. Il faut en acheter 2 ou 3 fois plus. Il faut, ces taureaux, les entretenir et stocker leur sperme. Après, avec le stockage du sperme, les choses vont être beaucoup plus faciles. Il faut en même temps développer du contrôle laitier dans les fermes de la région, chez les éleveurs de la région. Donc, une grosse dépense d'argent pour obtenir 5 ans plus tard des résultats de testage et utiliser les meilleurs taureaux. Et ce n'est que 5 ans plus tard encore qu'on va récupérer le bénéfice issu de cette sélection. Alors voilà la première génération. Je suppose que j'arrête de dépenser mon argent là pour faire mon calcul économique. De toute façon, ces vaches-là vont produire des filles qui, même si on utilise des taureaux inconnus, transmettront la moitié de leur descendance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est arrivé ainsi à présenter à un jeune agriculteur qui s'appelait François Guillaume, qui est devenu ministre de l'Agriculture après, et à un jeune inspecteur des finances qui était champion olympique au fleuret aux Jeux olympiques. Et on leur a expliqué ça. Et ils ont été convaincus. On a, bien entendu, actualisé ces sommes d'argent, dépenses et recettes, pour les faire apparaître au même moment. Et il se trouvait que le taux d'intérêt du capital, si on avait voulu jouer, était très supérieur à ce qu'on aurait obtenu en bourse. Mais ce qui est important et ce qui a convaincu tout à fait le général de Gaulle et le gouvernement de l'époque, d'abord, le général de Gaulle avait besoin de lancer des fusées, des grands projets. Il avait besoin d'un grand projet sur l'agriculture. Et ça, c'était son grand projet. Parce que, à l'époque, le financement de l'agriculture, c'était un véritable tonneau des Danaïdes. On répartissait l'argent à droite, à gauche, à chaque conseiller général qui venait demander au ministère de l'Agriculture des sous pour les agriculteurs de son département. Et puis tout ça, l'argent partait à droite, à gauche. Et 3 ans après, aux élections suivantes, le conseiller général disparaissait, et puis il y en a un autre qui réapparaissait, qui avait une autre idée. Alors ils se sont dit, quand ils ont vu ça, sur 30 ans, mais c'est extraordinaire, c'est ça qu'il nous faut, et à l'échelon national. Voilà donc la loi sur l'élevage partie. Alors, le schéma maintenant de mise en œuvre de la loi sur l'élevage, on aboutissait ainsi à appliquer concrètement un schéma tout à fait conforme à celui mis en œuvre par les grandes entreprises nationales gérant l'énergie, que ce soit l'EDF, ou gérant les transports des gens, la SNCF, des matières et du courrier. Comme pour ces dernières, il fallait regrouper les gens pour obtenir le financement sur des grands projets collectifs compétitifs avec ce que faisaient nos amis et concurrents anglais, allemands et autres. Mais il fallait aussi, même problème qui se pose actuellement, vous le savez, dans la Constitution de l'Europe, et qui fait question, il fallait aussi que tout le monde sur le territoire national, tous les agriculteurs, puissent bénéficier de ces avantages, y participer à la création du progrès génétique et en bénéficier eux-mêmes, où qu'ils soient, bien servis par les transports ou mal desservis parce qu'il n'y a pas d'inséminateur. Donc il fallait quelque chose qui rejoigne les objectifs de ces grandes compagnies. Alors le schéma, il est le suivant. Vous avez des troupeaux en bas, là, quelques centaines de milliers d'éleveurs qui font du contrôle laitier et chez qui le contrôleur vient ramasser l'information et l'information sur les généalogies des vaches. Et ces éleveurs inséminent aussi leurs animaux. L'information, elle remonte pour être perforée, mis en disquette, ce que vous voudrez, mais pour être en même temps vérifiée, parce qu'il y a des erreurs. Un principe en informatique, c'est qu'il ne faut jamais recopier 2 fois la même chose, mais il faut vérifier ce qu'on fait d'une fois à l'autre. Et ensuite, ça remontait progressivement à l'échelon national vers un ordinateur central qui est situé à Jouy-en-Josas et qui est chargé de calculer ce qu'on appelait les index génétiques, c'est-à-dire la meilleure estimation statistique possible de la valeur génétique des taureaux et des vaches. Alors ça se calculait ici, et puis ça redescendait au niveau du centre d'insémination qui, tous les mois, avait une mise à jour
disons, des index pour que les éleveurs, les inséminateurs et les éleveurs puissent choisir in fine le taureau qui leur convenait le mieux. À l'échelon national, une commission nationale dite d'amélioration génétique comportant des éleveurs, des chercheurs, des gens d'insémination, des anciens sélectionneurs. Vous voyez, une bonne tribune pour pouvoir débattre de toutes les questions, parce qu'il s'en est posé des questions. C'est donc de ces principes, donc de faire quelque chose de gros avec des gens qui étaient dispersés, ce qui est finalement le même problème qu'à l'EDF, la SNCF et tout, mais aussi de respecter la démocratie. C'est donc la mécanique décisionnelle de l'information. Les races peuvent ainsi décliner ce schéma de base selon 3 modalités qui dépendent de leur aptitude. Il y avait un schéma laitier pour les vaches traites, un schéma boucher pour les animaux allaitants et un schéma qu'on appelait pour le croisement industriel ou commercial de vaches dont les produits n'allaient pas être conservés pour la reproduction, mais dont les éleveurs voulaient tirer le maximum de parti pour la boucherie. Et alors là, on avait besoin de taureaux qui soient viandeux, comme ils disent, mais qui soient très musclés et quelquefois hyper musclés jusqu'à un stade d'anomalie. Ainsi, à l'œuvre, ce schéma est censé promouvoir la spécialisation industrielle de la génération. Les races mixtes sont érodées. La normande avait 3 millions de têtes en 1945, elle n'en a plus que 500 000 aujourd'hui, ou elles sont conduites à une disparition programmée, comme l'Aubrac, que les fonctionnaires bruxellois voulaient rayer de la carte, le massif et les vaches, en 1965. On en reparlera tout à l'heure. Alors, tout ça, ça n'était quand même pas parfait. L'élevage multifonctionnel durable des néo-paysans. Ainsi, parfaitement définis et réalisés, les schémas vont d'abord bien servir des éleveurs modestes et nous étions très fiers de cela parce que nous pensions que c'était une des premières fois qu'une découverte pouvait être mise en œuvre en faisant participer l'ensemble des éleveurs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros, à un schéma. C'était plus le tracteur dont il fallait avoir beaucoup d'argent pour aller pour l'acheter, ainsi de suite. On était donc fiers de notre affaire. Mais cette affaire, progressivement, elle a favorisé l'émergence d'agromanagers et elle a positionné la France sur le podium mondial des productivités laitières et bouchères, considérées isolément et non plus globalement. L'objectif de productivité a donc été vite satisfait, mais il a généré des crises successives imprévues ou en tout cas mal anticipées. D'abord, une crise de déséquilibre entre une production laitière excédentaire et une production de viande déficitaire dès 1970. Puis les crises de modèles énergétiques trop coûteux en intrants, en 1973 je crois, 1979 la deuxième crise énergétique, parce que cet élevage en atelier spécialisé était un élevage qui dépensait surtout des machines, des engrais, du béton, donc un élevage qui faisait travailler l'industrie française et non pas les agriculteurs uniquement. Il y a eu enfin la crise du soja américain en 1975. Il y a eu une année difficile pour les États-Unis et le soja n'était plus disponible. Et le soja est même devenu presque ce qu'on a appelé une arme alimentaire, parce que nous n'avions pas de protéines végétales de substitution en Europe. Et alors, à ce moment-là, des solutions à risque variable sont apparues. Il y a eu d'abord la redécouverte des races rustiques, comme l'Aubrac, que Bruxelles voulait faire disparaître en 1965 contre le gré d'un certain nombre de chercheurs, dont moi-même. Nous nous y sommes opposés et nous avons eu les éleveurs avec nous. Et aussi la mairie de Paris. Vous savez que rien de ce qui se passe en Aubrac n'est étranger à la mairie de Paris. Donc l'Aubrac a été l'image de ce qui devait reconquérir les ressources gaspillées des zones marginales qui n'étaient plus utilisées. C'est l'époque où des gens comme José Bové se sont installés sur le Larzac, excusez-moi. Ça, c'était une vraie bonne solution. Mais il y a eu une vraie fausse solution, qui a été la promotion des farines de viande. Une solution, en tout cas, très risquée. On en reparle dans les journaux.
Puis on va en parler dans les comités scientifiques. On va découvrir les prions, on va découvrir certaines formes de prions à cette époque. Toutes ces crises et ces réactions accompagnent en fait une remise en cause du système industriel et des formes d'agriculture à finalité trop strictement productive, qu'on disait productivistes, qui lui sont liées. Le besoin de nature et les transferts de peuplement qui s'opèrent entre villes et campagnes vont transformer les objectifs de l'élevage et sa place sur le territoire. On va parler enfin d'élevage multifonctionnel et de développement durable. Mais c'est encore, comme pour les vagues précédentes, de développement local qu'il s'agit. Il s'agit même, s'il n'y a plus de paysans, de l'expression de néo-paysans qui est utilisée parfois. Mais ce n'est qu'une image, bien entendu. Les sciences de la complexité, vous allez me dire, mais où est la science derrière? Les sciences de la complexité arrivent en 70 également, 80, à point nommé, pour sortir ce développement local de l'empirisme strict et du recours strict à ce qu'on appelait la paysannerie. On a aujourd'hui des éléments pour aider ces gens-là. Alors derrière la grande fresque, qui peut paraître que tout est beau, tout joli, ça y est, il y a un modèle, on va pouvoir remodéliser l'histoire et tout le bazar. Le temps de l'histoire est un temps chiffonné. Certes, ces grandes formes d'alternance entre un modèle de spécialisation industrielle et un retour aux forces localistes souffrent de nombreuses exceptions. Ces déviations ont toujours existé, elles concernent à la fois les types de savoirs mobilisés pour industrialiser, les groupes sociaux innovateurs et les lieux où ils émergent. Quelques exemples simplement que vous jette en pâture. En 1830, le Durham intéressait les nobles dans leurs grandes propriétés herbagères. On parlait peu à l'époque des Flandrines. C'était des vaches laitières qui venaient du nord de la France, qui étaient très spécialisées. Elles parcouraient le territoire et elles auraient peut-être été plus utiles à des petits paysans de moins de 5 vaches qui faisaient du lait, même si elles étaient probablement aussi mal adaptées que les Durham pour le labour des terres argileuses. À la même époque, les notables de Limoges féminisent leur métairie, par contre, pour produire des veaux et non des bœufs comme en Charolais. Les éleveurs de race à viande, à ce moment-là, effectivement, produisaient des veaux. Ces veaux, ils les élevaient en bœufs, ils les dressaient, ils les vendaient quand ils étaient déjà bien dressés, ou ils les utilisaient pour labourer, si bien qu'une ferme des années 30, c'est une ferme dans laquelle il n'y avait presque que des bœufs. Et voilà que les Limousins n'ont plus de bœufs. Ils décident de féminiser leurs troupeaux et de vendre les veaux. Et ils se sont positionnés pour la vente de ces veaux sur le marché de Lyon, Saint-Étienne, quand les transports l'ont permis. Et un siècle plus tard, ou presque, ce sont les descendants de ces innovateurs-là qui ont adapté la race limousine comme race de plein air intégral. Ils ont décidé en 1960 de laisser les vaches au pré toute l'année. Et c'est eux qui ont ouvert les marchés de l'exportation aux pays d'Amérique du Sud, dont je salue ici un des représentants, mon collègue Molinuevo. 50 ans plus tard, vers 1880, les races du Nord, comme la normande, qui pratiquent la fixation consanguine des caractères. Mais mon collègue Digard du CNRS les distingue de celles du Sud, comme l'Aubrac, la Gasconne, la Bazadaise, enfin, tous ces noms qu'on connaît quand on naît d'une province du Sud. On les appelle plutôt des races crues, comme les crus de vin, parce qu'elles sont surtout adaptées à un milieu naturel comme des animaux sauvages. Donc une distinction par rapport à la question de la spécialisation et de l'industrie. Quant à l'Aubrac, qu'on présente depuis 1960 comme un emblème de résistance à toute spécialisation productive, qu'elle soit laitière ou bouchère, elle s'est en fait établie comme une race maternelle. Si nous avons sauvé l'Aubrac, je dis nous parce que j'y étais en 1965,
c'est parce qu'on s'est dit, mais cette vache, elle n'a pas que les os et la peau, mais elle était vraiment, c'était pas une race à viande. Elle faisait que 3 litres de lait, on ne pouvait plus continuer à la traire, on ne peut plus la sélectionner non plus, c'était trop tard. On s'est dit, mais c'est un magnifique moule à veau. Les agriculteurs appelaient ça le moule à veau. Pour produire des veaux après insémination avec du sperme de taureau à très forte musculature. Voilà la race de Braque. Et puis voilà ici un animal qui est effectivement un animal de croisée de première génération qui commence déjà à avoir des belles fesses. Certains expliquent ces changements d'expression de l'histoire suivant les lieux et les situations sociales. Ils pensent qu'il faut distinguer 2 aspects dans les innovations sur le vivant. Celui de la conception de l'innovation et celui de sa diffusion. Ces 2 aspects ne semblent pas correspondre au même type de comportement humain. La conception répond plutôt à un besoin de survie. C'était ça en Aubrac en 65, il fallait survivre. On appelait ça les races menacées, races en voie de disparition. Et on avait obtenu quelques crédits pour qu'elles ne disparaissent pas. Aujourd'hui, ces races-là, et les autres bien entendu, sont des races en diffusion. Et cette diffusion exploite plutôt des comportements mercantiles. Le temps s'accélère ainsi, différemment, ici ou là, pour créer des innovations ou exploiter d'autres venus d'ailleurs. Rares sont les situations où les innovateurs arrivent à capter les 2 en même temps. D'où cette expression qui me plaît particulièrement, le temps de l'histoire est un temps chiffonné. Je vous propose là la peinture d'un artiste flamand et contemporain qui nous rappelle que cette race française, la flamande, très spécialisée pour le lait, a été sacrifiée au profit de la pinoire, dont les éleveurs étaient plus entreprenants, et pour éviter de doubler le coût des dépenses de sélection. Le centre d'insémination local, qui avait à gérer la production de sperme de flamande avec du sperme de pinoire hollandaise, s'est dit j'en ai une de trop, allez je la supprime. Comment on fait pour la supprimer? Les généticiens savent très bien faire, vous aussi vous savez ce que ça veut dire. Ce taureau a eu 150 000 petits descendants sur les 200 000 vaches. 150 000 étaient à 2 générations issues du même taureau. Faites la consanguinité et puis après vous êtes tranquille, elle disparaîtra toute seule. Depuis, on a essayé de la sauver en la croisant avec la rouge danoise. Les couleurs sont très figuratives de la robe de la race et des couleurs de son enterrement programmé. Mais on en reparlera de ça aussi. Alors on va passer maintenant de l'élevage. Peut-il être considéré comme marqueur et processeur de son propre développement? Je dirais d'abord que l'industrialisation contrariée, telle que vous venez de en voir l'image sur 2 siècles, je dirais que c'est une valse intergénérationnelle à 2 temps. Ainsi traduite par ces vagues ou alternances historiques, cette industrialisation contrariée de l'élevage des vaches ressemble à une sorte de valse à 2 temps. Un pas vers une volonté d'industrialisation centrifuge du pouvoir de l'État, centrifuge parce que descendant du pouvoir, et un pas vers la réaction centripète de la base locale. C'est pas la même. Sous Napoléon III, avant la guerre de 39-45, aujourd'hui avec le développement durable, c'est le même sens. On remarque que chacun de ces pas, et ceci est très important, est leur enchaînement d'un type de régime politique au suivant, correspond à peu près à la durée d'une génération humaine. Comme si chaque régime politique avait besoin de marquer son existence derrière une remise au goût du jour d'une inévitable modernisation industrielle, puis attendait la disparition des responsables du grand changement, j'allais presque dire du grand chambardement, de départ, pour reconnaître quelques errements et faire confiance à la sagesse de sa base locale et en lui donnant le soin de les corriger.
La représentation schématique de ces trois vagues ne prend pas en compte la continuité de la politique et des générations humaines. Vous allez me dire, mais pourquoi ces trois vagues alors que les gens naissent et meurent tous les jours? En fait, la conception, la décision de principe, la mise en œuvre et la désagrégation partielle ou totale, voire la transformation d'une vague, s'étalent dans le temps sur plusieurs générations humaines. Je prendrai l'exemple de la vague technologique que j'ai vécue à l'INRA au cours de ma carrière, puisque j'ai commencé ma carrière en 1955. En 1930-1940, c'était une phase cruciale d'émergence de découvertes et de leur accessibilité. L'insémination, la génétique. La génétique, le mot a été introduit en Sorbonne après la guerre de 1939-1945. Il faut savoir ça. Ça n'existait pas. À la Sorbonne, on faisait des dessins, on dessinait des organes, on dessinait ce qu'on voyait au microscope. C'est grâce à Georges Tessier que la génétique est intervenue à la Sorbonne. En 1945-1950, c'est la phase politique de création de l'INRA et du recrutement des premiers zootechniciens orientés vers la génétique. Mais on les regardait d'un mauvais œil, ces généticiens, parce qu'on se disait, mais étudier des populations, il va falloir un fric fou. Si on essaie d'alimenter les vaches, faire des petites expériences sur des lots de 5 vaches ou 10 vaches, il n'y a pas de problème, on s'en tirera. Mais une population de vaches. Donc, on n'imaginait pas à l'époque que c'était les éleveurs qui allaient eux-mêmes participer à la recherche. C'est qu'en 1955-1960 qu'ont été réalisées les premières opérations expérimentales de testage sur descendance des taureaux d'insémination artificielle, dont je vous expliquais tout à l'heure la mécanique destinée à convaincre le général de Gaulle. La loi sur l'élevage qui a suivi n'a été votée par le Parlement qu'en 1965. Il a fallu 7-8 ans pour imaginer que ça devait prendre la forme d'une loi. Ces décrets d'application ont suivi pendant 5 ans. Et c'est qu'en 1973-1975 que la mise en œuvre de ce qu'on appelait le progrès génétique à l'époque pouvait être ressentie sur l'ensemble du territoire. Il y avait donc un ordinateur à jouer, et cet ordinateur, on lui a mis le clic de départ, le zéro progrès en 1973. Parce que c'était la date où on pensait que le changement des index de production laitière allait intervenir maintenant sur l'ensemble des départements. Mais on était déjà à cette époque en pleine interrogation sur les crises à répétition qu'on pressentait comme des signes de limitation du modèle productiviste. Mais on n'osait pas le dire. On mettait de l'argent pour essayer de changer. Bruxelles intervenait aussi. On commençait à parler de quotas laitiers, mais ce n'est qu'en 1982 que Michel Rocard a eu la difficile mission de prendre cette décision au niveau de la communauté européenne. La crise de la vache folle germait à l'époque, mais on n'en parlait pas. Et on était encore loin du rapport de Mme Brundtland sur le développement durable. Mais on voyait par contre pointer dès 1980 des perspectives de savoir scientifique anticipant largement la réalisation d'une vague que je qualifierais tout à l'heure de post-technologique, associant la génomique et le clonage. Et cette vague, on en parlait déjà en France dès 1965, quand le prix Nobel a été attribué à Jacob Monod et Lvov, le prix Nobel partagé. Beaucoup de gens dans mon entourage, et j'étais à l'époque presque chef du département de génétique animale, se sont dit « mais l'avenir de la recherche en génétique animale, il est là. Il est dans l'analyse fonctionnelle du génome. Il n'est pas dans les calculs d'index qu'on fait pour essayer de faire gagner plus d'argent aux agriculteurs. C'est aux agriculteurs à le faire eux-mêmes. » Donc c'est des idées dont il faut se rappeler quand on s'intéresse à la recherche en train de se faire. Et en 1980, l'INRA était en perte de vitesse parce qu'on mettait en cause beaucoup de recherches qui étaient faites. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une alliance, de fait, de conjoncture,
entre la recherche médicale et la recherche agronomique. Les médecins agronomes, même combat, parce que beaucoup de choses qui concernent la génomique fonctionnelle sont des choses qui intéressent aussi les plantes et les animaux, et quelquefois les médecins vont être gênés aux entournures, et bien les animaux pourraient peut-être bien les servir. Comme d'ailleurs ça a toujours été fait, et dès cette époque déjà, je travaillais à Jouy avec un collègue qui s'appelait Jacques Testard, et qui a été après l'un des pères d'Amandine. Alors voilà donc un souvenir un petit peu de ces aspects intergénérationnels, un retour, je dirais, au Moyen-Âge. Alors, génération politique, il y a donc des générations politiques, je viens essayer de vous le démontrer. Il y a des générations biologiques aussi, les vaches, tous les 7 ans. Et puis il y a des générations humaines. Elles ne sont pas que biologiques, parce qu'il y a aussi de la culture dans les générations humaines. On remarque d'abord à quel point, pour chaque génération politique, ainsi définie en 3 vagues et 2 générations par vague, modifie le sens de la sélection. La mode. Est-ce qu'on peut appeler la mode une génération, industrialisation ou retour au modèle paysan? Ce jeu d'aller et retour, d'alternance, se répercute sur la biodiversité, naturellement, et sur son évolution à long terme. Sa gestion biopolitique doit tenir compte de ces alternances entre expansion et rareté-conservation. On n'a pas la même politique par rapport à une race qui est menacée de disparition ou par rapport à une race qui, au contraire, est en pleine expansion. Et je pense que ces facteurs humains sont aussi importants, sont très importants pour des gens qui s'occupent de biodiversité et de sa maîtrise. La formation en biologie doit être adaptée pratiquement chaque décennie et au niveau des strates d'âge des gens. S'il y a un écart entre 2 générations d'industrialisation et de réaction paysanne, les maîtres et les élèves peuvent valser à contretemps, selon leur écart d'âge qui est d'une génération et de culture. Mais les papis peuvent parfois mieux comprendre leurs petits-enfants, car à 2 générations d'écart, ils se trouvent en phase. Et c'est peut-être cela quelque chose qui justifie la sagesse qu'on attribue aux vieux, comme le fait Michel Serres dans ses écrits. Mais enfin, les vieux, ils n'arrivent pas plus à suivre quand même parce qu'ils ne connaissent pas les outils, les petits outils qui servent, puisque heureusement que j'ai Isabelle avec moi, sinon jamais je pouvais vous faire cette conférence. La formation en biologie, donc, doit être adaptée. Bref, transformer la formation, ce n'est pas que changer les manuels. C'est ce que les gens disent tous les ans. Ah, on va encore changer les manuels. C'est aussi transformer les logiques qui sont liées aux finalités. Je prends un exemple. Celui des vaches maraîchines dans les marais de l'Ouest. Peut-être que ça dit quelque chose à des gens qui connaissent les marais de l'Ouest. Là, dans ces marais, il y a 30 ou 40 ans, on entreprend de drainer les 100 000 hectares de marais pour faire des céréales en intensif. Et on réussit. Le résultat est remarquable. Sauf qu'il faut aujourd'hui changer son fusil d'épaule pour mieux gérer l'avifaune migratrice, pour épurer les eaux stagnantes. Et alors, comment on fait dans un marais où la moitié des gens ont fait baisser le niveau d'eau et d'autres, au contraire, veulent le maintenir haut? Et comme on ne peut pas transformer du jour au lendemain des terres intensifiées pour la culture en pâturage pour des vaches peu productives, eh bien on paye les pénalités à l'Union européenne, puisqu'il faut payer des pénalités maintenant à chaque hectare qui est drainé. Ça coûte moins cher en définitive que de changer le système en place, et ça ne change pas le mode de travail. Au moins, peut-on peupler de vaches les terres non drainées, celles qui ne sont pas drainées? On peut déjà arrêter le carnage à ce stade-là. Mais il faut trouver des vaches adaptées au pâturage dans le marais, ce qui n'est pas le cas des races spécialisées pour le lait ou pour la viande, qui ont envahi le secteur et qui répondent aux normes de l'industrialisation.
Alors, il y a 10 ans, quelques éleveurs du Marais, que j'ai qualifiés de brocanteurs du vivant, ça les a surpris, mais maintenant ils en sont très heureux, pressentaient l'évolution. Et ils ont entrepris, donc il y a 10-20 ans, de conserver et de multiplier les quelques dizaines de vaches du cru, les maraîchines, qui ont résisté à la vague technologique des 30 Glorieuses. Ce ne sont pas, hélas, des charolaises ou des limousines, et elles ne se vendent pas au même prix. Mais pour éviter le coût du déclassement de leur carcasse dans la grille industrielle européenne, vous savez, il y a une grille industrielle symbolisée par le sigle Europa. E, ça veut dire extra, U, ça veut dire, je sais pas, R, O, P, A, et les maraîchines, c'est des CDA, et les charolaises, c'est des E. Bon. Et alors, les éleveurs vendent en caissette aux consommateurs qui va les voir. Si vous allez là-bas, vous pouvez aller les voir. Ils vendent en caissette la viande de leurs animaux qui leur est restituée par l'abattoir, qui lui est bien industriel, mais un abattoir qui a parfaitement compris que les circuits courts, ça allait devenir important. Et cette race, donc la maraîchine, que vous pourrez voir au Puy du Fou, si vous allez à ce spectacle, parce qu'elle a au moins servi, il y a 2 bœufs maraîchins, je crois, qui tirent un chariot. Donc vous la connaîtrez à ce stade-là. Les consommateurs semblent contents, car la viande de maraîchine a peut-être quelques saveurs qui restent à découvrir. Elle est actuellement en cours d'étude pour l'obtention d'une appellation d'origine contrôlée, mais ce type d'appellation est quelque chose qui doit être très sérieux, parce que si nous voulons défendre notre agriculture dans l'Europe, la grande Europe en construction, il va falloir avoir des normes reconnues chez nous et reconnues à l'étranger. Bref, on mesure derrière cet exemple combien ces 2 systèmes font appel à des supports et à des logiques éducatives différentes, opposées. Vous voyez bien que les gens qui vont élever des vaches laitières ne vont pas utiliser les mêmes logiques, les mêmes manuels peut-être même, que ceux qui vont élever des maraîchines ou des races de ce type-là. Alors, voilà une représentation de la grande fraise. Tout ce que je vous raconte ce matin, finalement, c'est inclus dans ce graphique, ce schéma. Alors, vous avez ici, ça c'est 1850, donc la vague anglaise, la constitution de la vague anglaise, la vague royaliste ici, avec la Restauration, l'idée dominante que c'était l'industrialisation par la Durham qui était l'avenir de l'élevage français. Puis après des zigzags, c'est Napoléon III, on se cherche, on renvoie la copie aux différentes régions. Et ici, la vague bourgeoise, eh bien là, on croit que les livres généalogiques vont résoudre le problème à la fin du siècle. Et puis après la guerre de 14-18, eh bien, on se cherche. Mais ici, avec De Gaulle, Edgar Faure et la loi sur l'élevage, on a enfin trouvé la solution pour supprimer la génération animale et on va maintenant créer les disciplines. Et voilà la dernière vague. Et puis maintenant, avec le développement durable, on se cherche encore. Et puis ici, 2050, bonne chance pour la suite, on en dira un mot en conclusion. À ce stade de ma réflexion, j'ai cherché un indicateur de cette industrialisation contrariée qui puisse aider à piloter l'élevage des vaches vers la modernité. Je voulais, ce faisant, dépasser les discours agricolo-agricoles, ceux qu'on s'envoie, si vous voulez, dans les grandes réunions publiques, au sein d'un syndicat ou entre un grand syndicat et un petit syndicat. Et unanimistes et qui sonnent faux quand on circule dans les campagnes. Je demandais à cet indicateur 2 caractéristiques essentielles. D'abord, pouvoir, sans l'ignorer, sortir du cadre économique traditionnel qui gère l'élevage des vaches à travers leurs produits marchands, et non comme des entités vivantes de non-humains, gérées par des humains, comme disent des sociologues de l'innovation,
et des non-humains qui peuvent aussi servir aux humains, soit aujourd'hui, soit demain. Deuxième caractéristique que je demandais, s'adapter au développement, c'est-à-dire faire lien entre les savoirs et les pouvoirs des hommes dans l'action et sur l'action, sans oublier la double essence des savoirs, qui sont d'ordre scientifique, mais qui sont aussi d'ordre empirique. Tous les éleveurs dans toutes les régions ont aussi des savoirs. Si la science disparaissait, si un cataclysme tombait sur les centres de recherche, les éleveurs de race rustique continueraient à survivre. Les Corses survivraient sûrement. Il y aurait par contre beaucoup de difficultés dans des régions très industrialisées. Alors, du domaine médico-social à l'élevage, le concept de biopouvoir, formulé par le philosophe Michel Foucault, m'a semblé répondre à ces objectifs. Il le définit ainsi: un pouvoir qui est hiérarchisé et auto-organisé. Il procède de haut en bas, par voie descendante ou centrifuge, mais aussi de bas en haut, par réaction, par voie ascendante et centripète, où s'expriment ces réactions. Et ça, je pense que le schéma que vous avez vu tout à l'heure, le schéma d'application de la loi sur l'élevage, montre clairement les étapes qui sont en bas, et puis des niveaux départementaux, régionaux, nationaux, et puis un grand parlement qui discute des conflits qui se posent dans les départements, dans les régions, et puis qui essaie de trouver une solution à ces conflits. Dans le domaine médico-social, exploré par Foucault dans la période post-moyenâgeuse, il s'agissait pour les gouvernants d'isoler les individus déviants qui contrariaient l'aménagement des villes et l'organisation du travail dans les manufactures. À l'époque, il étudiait la manufacture d'Oberkampf à Juan-Josas, la corderie royale de Rochefort. Et ces manufactures étaient le point d'impact de la bourgeoisie urbaine qui se développait à l'époque et qui constituait le lit du capitalisme urbain. On mélangeait ainsi, dans des établissements publics qui prenaient la suite des léproseries au Moyen-Âge, on mélangeait donc des fous, des gens qu'on considérait comme fous, des méchants, des contagieux, la contagion sexuelle notamment. Le traitement de cette déviance sociale a évolué depuis, sous la double influence de l'évolution des techniques. Chaque type de technique qui arrive sur le marché, qui se constitue avec d'autres, va adopter, choisir ses serviteurs et va avoir va éliminer un certain nombre de gens qui ne sont pas adaptés à cette technique. Ce n'est pas la peine de prendre des exemples, mais on comprend parfaitement que la technique, depuis le début du siècle dernier, a évolué considérablement et que l'ordinateur a changé beaucoup de choses dans la mise en œuvre de la technique. Le portable aussi. Et les modes de vie eux-mêmes ont changé. Mais tout ceci a évolué aussi à travers les progrès des procédés et traitements particuliers aux formes de déviance qui vont résulter de l'évolution des savoirs, notamment des savoirs en sciences médicales ou humaines. Et un des rôles considérables de Foucault, ça a été d'analyser ce qu'il a appelé l'archéologie du savoir, la façon dont les savoirs ont été élaborés pour, au départ, punir les gens, les contrôler, les punir, puis les soigner, puis la psychologie, tout ce qui est intervenu au début du siècle dernier, est quelque chose qui participe de cette évolution. En élevage, on a aussi affaire à une multitude d'acteurs, comme dans la société urbaine. Les éleveurs d'une race,
Ils sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Mais aussi, il y a les partenaires des filières, les consommateurs. Moi, je ne veux plus manger de viande, par exemple. Si on disait qu'on ne veut plus manger de viande, il faudrait savoir ce qu'on fait en France des prairies, des vaches, du territoire. Et il y a aussi les résidents. Ça sent mauvais à côté de chez moi. C'est emmerdant ce type. Il rentre pas ses vaches, il les soigne mal. Mais ce sont in fine les éleveurs qui, volontaires ou contraints, doivent se donner des règles communes de gestion collective de leur race, qu'ils soient capables de maîtriser, sauf à se faire marginaliser s'ils ne les maîtrisent pas. Bref, il n'y a pas de multinationale pour régler les populations, pour réguler les populations. Animales et humaines aussi. Les races de vaches comme les groupes humains. Mais il y a un système complexe et évolutif dans les sociétés et sur les territoires où elles s'établissent et circulent librement, sans trop réfléchir aux conséquences qui résultent des mouvements d'hommes et de bêtes qui prennent l'avion, qui cachent des objets, qui se promènent, qui font le tour du monde. Il y a un dernier chapitre dans mon livre qui est, je pense, assez illustratif de ce qui est en train de se passer. Quand on se demande on va pouvoir faire face, disons, à la liberté, ce qu'on appelle la liberté, de tout un chacun qui a envie de faire n'importe quoi, n'importe où, et tout de suite. Bref, en élevage, comme dans la société en général, on est bien en présence du même type de situation. Il fait régler les rapports des hommes avec des ensembles mécaniques et vivants qu'ils ont conçus pour les servir, mais dont le fonctionnement et l'évolution dépassent leurs capacités individuelles. Le rapport Brundtland rajoute heureusement, depuis 20 ans, non 15 ans peut-être, aujourd'hui, un horizon intergénérationnel, à savoir que les hommes ne doivent pas mettre en péril les capacités des générations à venir par des comportements égoïstes. Vaste débat, car les enfants ne votent pas, mais sont à la fois de plus en plus précoces et de plus en plus manipulés. Prenez la télé, c'est presque un numéro spécial sur les enfants, malheureusement. Les composantes du biopouvoir en élevage. Le biopouvoir, tel que Foucault le définit et tel que je me l'approprie, résulte de l'interférence de plusieurs composantes qui évoluent et se transforment réciproquement avec le temps. Il y a d'abord une composante cognitive, faite de savoirs scientifiques nouveaux qui dominent dans les phases d'industrialisation volontaire, mais aussi de savoirs empiriques qui sont souvent plus riches dans les moments et les lieux où se manifestent des résistances. Ne sont-ils pas justement sollicités par les errements d'un biopouvoir trop normé, qui se rend compte qu'il a fait des bêtises? Une composante sociale ensuite. Ce savoir crée des spécialités techniques qui s'institutionnalisent, se hiérarchisent, s'anastomosent et reconfigurent durablement la société. Et la génération suivante doit en prendre en compte. Il y a 200 ans, il y avait des experts, puis il y a eu des contrôleurs laitiers, puis il y a eu des inséminateurs. Il va y avoir maintenant des génomiciens. Bref, les savoirs, ce qui est important, c'est que les savoirs anciens ne disparaissent pas, mais ils sont remalaxés avec les nouveaux dans le débat social. Il y a ensuite une composante territoriale. Les nouveaux pôles d'industrialisation et les résistances qu'ils génèrent procèdent par contournement des pôles anciens. Comme on vient de le voir, dans la recherche et la vague technologique que nous avons mis en œuvre en 1960, ont contourné les berceaux de race et les bassins industriels de ramassage du lait qui ont résulté de ce processus. À l'époque, quand on a voulu faire le testage, le ministère nous a dit surtout, n'allez pas dans des zones dans lesquelles il y a des sélectionneurs, vous allez créer le trouble dans les campagnes. Donc allez dans des zones qui ne font pas de sélection,
où il y a un crédit agricole qui apportera de l'argent, c'était Lyon, le Loiret, l'Aveyron et le Tarn. Et ces zones sont devenues, après, des zones où la diffusion du modèle a déferlé. Et c'est les Bretons, en définitive, qui ont été le point, disons, de développement maximum de ces modèles intensifs. Et c'est donc en Bretagne, sur des terres que les géographes ont toujours qualifiées de pauvres, la pauvre terre de Bretagne, et ingrate, c'est là que la Holstein a prospéré. 10 ans plus tard, en 65, après qu'on ait lancé le testage, c'est en réaction à la politique de gel des terres de la Communauté européenne, de M. Mansholt, qui voulait désertifier l'Aubrac et éliminer sa race, que nous avons trouvé d'autres inspirations qui s'épanouissent aujourd'hui derrière le développement durable. Mais plus tard encore, en 75, c'est en Corse, là où la loi ne s'appliquait pas sur l'élevage, et au-delà, que ces inspirations ont pu être approfondies depuis Corté et participer à la mise en place d'appellations d'origine contrôlée. C'est là que j'ai découvert en Bretagne qu'un éleveur de cochons pouvait élever chaque année 100 cochons et vivre bien avec la cochonaille de ces animaux, alors que les Bretons, ils arrivent péniblement, en engraissant 10 000 cochons par an, à recevoir un subside suffisant de la part des industriels. Bref, les savoirs anciens ne disparaissent pas. Tu n'as pas le truc suivant? Ouais. Alors voilà, ce tableau rejoint le graphique que vous avez vu tout à l'heure, où on voit apparaître les différents éléments du savoir, les différents éléments de la société et les différents éléments des zones géographiques. Et chaque fois, j'ai mis plus, parce que ce qu'il y avait avant ne disparaît pas. Aujourd'hui, ceux qui calculent des index, les éleveurs se disputent beaucoup pour savoir quel est le modèle animal, la forme de l'animal la plus adaptée à ce qu'ils font. Parce que les animaux, ils boitent encore. Ils ont du mal à marcher dans les prés et ils sont encore malades. Donc, le passé n'a pas disparu. Ces trois types de composantes s'interpénètrent en définissant de nouveaux mots qui intègrent les savoirs dans le langage courant et génèrent le biopouvoir. Il y avait le mot de berceau de race que j'ai employé tout à l'heure. Il y avait le mot d'index génétique. Il y avait le catalogue Interboule. Je ne vous en ai pas parlé. Il y a un catalogue international qui s'appelle Interboule, qui est une sorte de Nasdaq, classement international des taureaux, qui a débuté avec la Holstein. Chaque taureau a un index, plus tant. Ça veut dire qu'il augmente la quantité de lait de temps, en moyenne, chez ses descendants. Et puis cet index, donc, il y a une compétition mondiale qui se fait par ordinateur et on sait parfaitement quels sont les meilleurs taureaux. Mais, pour revenir à Foucault, le meilleur taureau, il est toujours issu d'un élevage et d'un éleveur qui compte bien en tirer profit. Donc, le biopouvoir, ça n'est pas une multinationale, même en Holstein. Il y aura peut-être des gens qui vont essayer, qui vont se regrouper, mais je pense personnellement que ça n'apparaîtra pas. Et donc ces mots nouveaux apparaissent successivement et une traduction doit s'opérer car ils ne remplacent pas les anciens. Alors le biopouvoir, vous allez me dire, c'est une machination de la grande fresque des vaches de la République. Non, le biopouvoir apparaît au niveau local. Ce n'est pas qu'une simple expression magique de la grande fresque. Il a ses racines au niveau local avec chaque grand choix technique. Je prendrai pour illustrer cela la technique du vélage précoce des génisses à 2 ans qui détermine la suite de leur carrière. Depuis Becquerel jusqu'aux généticiens modernes, le best et le must de la technique de l'industrialisation consiste à faire véler toutes les génisses du troupeau à 2 ans et de faire coïncider cela avec la date du calendrier qui permet d'alimenter les animaux au moindre coût et de vendre leur lait au meilleur prix. En Angleterre, au temps de Becquerel, c'était le 1er avril. Aujourd'hui, ce sera l'automne, parce que le lait se vend plus cher en hiver et payé plus cher aux agriculteurs en hiver. Mais peu de gens réussissent cette prouesse qui s'accompagnerait aussi d'un progrès génétique maximum de la sélection. On gagnerait 2 ans dans l'histoire des frais financiers.
et dans l'actualisation. Une prouesse qui comblerait aussi les industriels de la transformation, dont le premier souci est de concentrer la zone de leurs livreurs pour réduire les frais de ramassage du lait. Pour réaliser ça, l'éleveur doit d'abord devenir un cultivateur de fourrage. Donc laisser tomber les friches, les zones pentues éloignées de l'exploitation, couper les haies, les bocages, labourer tous ces champs. Et en compensation, polluer l'eau dans les bas de vallée par la culture intensive du maïs fourrage. À cela, les résidents urbains et environnementalistes opposent les herbagers qui utilisent le plus possible les prairies naturelles pour pâturage, conservent les haies ou les reconstituent. L'arbitrage entre ces extrêmes, que je caricature à dessein, est affaire de lieu et de risques inhérents à ces pratiques d'élevage. L'herbage et l'environnement souhaités gagneront plus facilement là où existeront des rentes de qualité, des appellations d'origine contrôlée, valorisant un lait riche, même moins abondant, peut-être un peu plus cher. Là où des situations de proximité de zones habitées et touristiques peuvent être exploitées et stimuler les éleveurs. Là enfin, où les risques liés à l'intensification, pollution, érosion, inondation seront suffisamment ressentis par la population locale ou régionale quand elle ira porter son bulletin de vote pour faire respecter aux éleveurs les cahiers de charges sur les manières de produire. Il est important de bien comprendre ce que font les éleveurs et pourquoi ils le font, pour ne pas tomber dans les panneaux de la naïveté ou de la suffisance auxquels s'exposent les urbains que nous sommes. Soyons d'abord respectueux de ces éleveurs, car peu d'entre nous seraient capables d'exercer leur métier qui échappe aux effets de pression dont profitent certains qui sont bien organisés pour défendre leur rente. Vous avez dit durable, enfin, et je termine rapidement, car je crois que j'ai dépassé l'horaire. Maintenant, que va-t-il se passer? 2 photos de paysage d'abord pour situer le débat d'une façon concrète. Voilà. Et bien ça, c'est des vaches qui sont alimentées intensivement. Non. Et ça, c'est des vaches normandes dans leur prairie, avec des haies et des bocages. Pour les uns, le développement n'a jamais été durable. Cette expression, c'est un simple slogan utilitaire aujourd'hui. Eh bien, reprenez le schéma. On industrialise, on revient, on industrialise, on revient. Et puis, c'est un cycle qui va recommencer. Parce que, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Pour d'autres, selon le schéma de la grande fresque, vous avez vu, il y avait développement durable tout à l'heure en diagonale dans la grande fresque. Le développement dure bien depuis 2 siècles, sans grande famine. Il y en a eu quelques-unes encore, entre 1800 et 1900, mais enfin. Et malgré des alternances qui font partie d'un jeu naturel de rééquilibrage de l'industrialisation de l'élevage, on rééquilibre. Et pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui? Pourquoi ça ne se continuerait pas? Il y a une 3e catégorie de gens qui disent « mais ces vagues font partie de l'histoire passée, les risques climatiques, les risques commerciaux, l'OMC, les risques sociaux, les guerres qui assaillent la planète Terre exigent une gouvernance mondiale. Et c'est dans ce cadre que doit se situer la réflexion. » Certes, mais encore, qui y croit réellement? Alors une photo peut-être pour terminer. Voilà. Eh bien, si vous allez en vacances sur la Côte d'Azur, vous savez que la forêt brûle là-bas. Et on parle beaucoup, quand vous circulez le long de la côte, vous avez donc les grandes marinas, les grandes constructions, et puis vous avez derrière la forêt. Vous avez quelques personnes qui se risquent là sans trop, en imaginant que c'est à l'État à entretenir le tour de leur pavillon. Mais on pourrait très bien imaginer d'entretenir ces parties qui appartiennent aux mêmes communes, entre parenthèses, parce que Fréjus, Saint-Raphaël, c'est des communes énormes et qui comprennent aussi tout l'arrière-pays. On pourrait très bien y mettre des vaches tarines qui sur pare-feu, qui représentent un petit peu des choses qui pourraient se faire. Bon, alors, comment faire?
Pour tous ces gens-là, parler de développement durable, les trois catégories, c'est de toute façon de mettre le temps en première ligne. Pas seulement pour accélérer les processus technico-économiques, mais pour les confronter à des contraintes environnementales, médico-sociales, qui ralentissent l'évolution du vivant. Je ferai deux remarques simplement, pour dire mais comment on fait pour revenir en arrière? Revenir à des races rustiques et à des modèles extensifs adaptés à une situation locale actuelle, c'est en quelque sorte apporter un ralentissement compensant des accélérations voisines qui se font à côté. La réduction du chauffage des farines de viande, dont je ne vous ai pas trop parlé, était certes le résultat d'un calcul économique d'optimisation. C'était un calcul parfaitement bien fait du point de vue du coût des transports de ces farines, du coût du chauffage de ces farines. Le problème était que ce type de calcul ne tenait pas compte de risques pathologiques qui n'étaient pas maîtrisés. Quoi qu'il en soit, appliquer les recommandations du rapport Brundtland à l'élevage des vaches et ailleurs sera long, contraignant, donc difficile. Il faudra parallèlement aux exhortations techniques que nous connaissons, suivre aussi ce que font les gens réellement, avec leur propre sagesse, mais aussi avec leur indiscipline, en créant peut-être des vagues, comme dans l'élevage des vaches depuis 2 siècles chez nous. Et ceci est pour vous dire qu'il faut regarder ce qui se passe, ce qui se fait dans la recherche et dans l'action. 2 mots de conclusion. Les vaches ne sont pas que des animaux jetables, dont on consomme ou non les produits, mal axés par l'industrie, on ne sait même plus. On ne connaît que des packs de lait et des beefsteaks hachés. On ne sait même plus ce que c'est qu'une vache. Ce n'est pas des tamagotchis d'un quelconque vache Hollande anesthésiée avec lesquels on s'amuserait au salon. Leur histoire, c'est aussi la nôtre et elle le restera. En effet, l'humanité en crise va de plus en plus avoir besoin de quelques thermomètres pour l'alerter sur sa santé. Alors la façon dont nous élevons les vaches, dont nous comprenons ce que font les éleveurs et respectons quelques règles évidentes de relation avec ces non-humains est un des thermomètres de l'humanité. Ce n'est sûrement pas le seul, c'en est un. Dis-moi ce que tu fais de tes vaches et je te dirai où tu vas, comment tu y vas et comment tu peux te sortir des pièges que tu rencontres et que tu t'es finalement tendu toi-même. Merci.